Alors, est-ce qu'on démarre là, Ouria? C'est bon? Oui, on peut commencer. Ok. On peut commencer. Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette présentation de Parcours au féminin, la deuxième heure. Donc en première heure, on a eu Florence, moi-même, Aurélie, Violaine. Et pour cette présentation, on va voir Julie, Amandine, Lucine et Sandra. Alors, cette idée de parcours au féminin, c'est de laisser la parole à des personnels de la recherche et à des membres de Femmes et Sciences de présenter leur parcours, aussi bien leur parcours avant la recherche que leur parcours ensuite en tant que chercheurs, chercheuses, ingénieurs de recherche. Alors, cette présentation s'inscrit dans le Festival international des maths en scène, l'Association des maths en scène et le Festival de mathématiques, les mathématiques dans tous leurs états. Cette année, le thème, c'est maths et société et le festival est parrainé par Guillaume Chaise, qui est maître de conférence à l'Université Paul Sabatier et à l'Institut de mathématiques de Toulouse, et marrainé par Olga Paris-Romaskevitch, qui est chargée de recherche au CNRS à l'Institut de mathématiques de Marseille. Donc, les intervenantes, comme je vous disais juste avant, le Festival des maths en scène, qu'est-ce que c'est? Ce sont des conférences, des témoignages de scientifiques. Pour les scolaires, on va avoir des ateliers qui leur sont spécifiquement dédiés et également un concours d'éloquence scientifique, concours éloquence science, qui est à destination en majorité des collégiens et des lycéens. Le thème, le but d'aujourd'hui aussi, c'est de présenter la chasse au trésor qui est proposée par le festival. Donc, vous allez, pour ceux qui participent à cette chasse au trésor, et puis je vous invite tous, l'objectif est de retrouver un indice qui vous permettra de participer à cette chasse au trésor. Donc, un des indices se trouve dans une des présentations qui a lieu ce matin. Et l'objectif, c'est ce qui est décrit ici, c'est-à-dire qu'une technique de génétique a été découverte par des scientifiques et récemment récompensée par le prix Nobel. Est-ce que vous pouvez citer une des personnes qui est concernée? Donc ça, je vous laisserai répondre à cette question une fois toutes les présentations vues. Donc cette présentation vous est proposée par des membres de Femmes et Sciences. Donc Femmes et Sciences est une association qui est présidée par Nadine Alberstadt, qui réunit maintenant environ 400 membres et 23 personnes morales. Et l'objectif de cette association, c'est de promouvoir et valoriser les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles et des jeunes femmes, mais également de promouvoir et valoriser les femmes dans leur carrière scientifique. Alors, cette présentation d'aujourd'hui répond à ça, puisqu'on essaye de toucher évidemment les jeunes filles pour qu'elles puissent voir ce que c'est qu'une carrière de femme scientifique. Et on promeut également à cette occasion les femmes scientifiques qui ont accepté d'intervenir ce matin. Je vais tout de suite laisser la parole à Julie pour nous présenter, donc Julie qui est chercheuse au CNRS, au Centre de biologie intégrative, unité MCD, et à l'Université Paul Sabatier. Merci Hélène, donc merci au Maths en scène et à Femmes et Sciences pour cette occasion de présenter des parcours au féminin. Donc là, je vais essayer de vous présenter le mien, donc qui, comme on l'a vu ce matin, moi j'ai un parcours qui est assez classique, donc que j'ai essayé de vous résumer ici. Donc c'est une diapositive qui est assez chargée parce que j'aime bien ce qui est, ça fait toujours un petit peu chargé. Donc donc du coup, excusez-moi. Donc du coup, moi j'ai fait toutes mes études à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, et vous verrez qu'après j'étais un peu plus, je me suis un peu éloignée de Toulouse, mais étant toulousaine de naissance, c'est vrai que je suis assez attachée à Toulouse. Et en fait, l'idée aussi de ces parcours, c'est de vous dire qu'on a le droit d'être attaché à ces parcours, de faire, c'est très divers, donc on peut faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, l'idée, c'était de vous présenter que j'ai fait une licence à l'Université Paul Sabatier, L1, L2, L3. Elle existe toujours, cette licence, jusqu'en 20, elle existe toujours. Après, j'ai fait un master gènes, cellules et développement.
Et après le master, je ne savais pas trop, moi je suis biologiste à la base, c'est la biologie qui m'intéresse, mais j'ai découvert vraiment les différents aspects de la biologie. La physiologie, la pharmacologie, la cancérologie, l'embryologie. Et moi en fait, ce qui m'a passionné, c'est vraiment l'embryologie. Donc savoir comment d'une cellule, issue d'un gamète mâle et d'un gamète femelle qui vont fusionner, mais cette cellule, elle va donner un organisme entier, un organisme animal, et donc qui va être stéréotypé, si vous regardez autour de vous, donc là on est en visio, donc on ne se voit pas, mais on a vraiment 2 yeux, un nez, une bouche et 2 oreilles. Donc, pourtant, on est tous différents. Et on vient d'une seule cellule. Et donc, moi, ça m'a passionnée. Comprendre les mécanismes qui régissent ça m'a vraiment passionnée. Du coup, j'ai travaillé sur l'embryon de Xénope. Donc, je vous ai représenté en haut, au Centre de biologie de développement, au CBD. Au-dessus, vous voyez un petit crapaud. Donc, c'est un Xénope africain. Hein, il vient d'Afrique. On l'a au laboratoire. Et en science, on n'est jamais tout seul. Donc, je vous ai essayé de vous représenter. Donc, je n'ai pas mis tout le monde hein, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de place. J'ai quand même mis beaucoup de choses. Donc là, il y a mes 2 directeurs et ma directrice de recherche, Isabelle Néant et Marc Moreau, qui m'ont vraiment initiée à la recherche, qui m'ont fait comprendre ce qu'était la recherche. Et vraiment, je n'aurais pas de mots pour les remercier. C'est grâce à eux et à elles qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. Donc, il y a vraiment chez moi une recherche de la mixité et de la parité qui m'est très chère. Donc, vous voyez qu'il y avait... de façon naturelle, j'avais un directeur et une directrice de recherche. Et j'ai travaillé sur l'induction neurale. Donc là, en fait, c'est la mise en place du système nerveux au cours du développement embryonnaire. Donc, comment on arrive à créer le tube neural et après un cerveau et la moelle épinière. Donc, c'est ça qui m'a vraiment passionnée. Et après mon doctorat, on m'a dit que si je voulais continuer dans la recherche, et c'est vraiment ce qui m'a plu en doctorat, j'ai vraiment effectué des recherches fantastiques, ça m'a plu. Donc, je voulais continuer. Et c'est pour ça que j'ai fait un stage postdoctoral à Londres. Donc, je vous ai montré une photo de Londres sous le petit poisson, parce que là, je suis passée sur le poisson zèbre. Donc, toujours le monde aquatique qui m'est cher. Je pense que c'est parce que mon père est marin. Donc, du coup, le côté aquatique, et ma mère aussi adorait la mer. Du coup, le monde marin me plaît. Et j'ai travaillé là sur le poisson zèbre avec Caroline Hill au Cancer Research Institute, qui est devenu le Francis Crick Institute, qui est vraiment un centre fantastique avec des hommes et des femmes étonnants, inspirants. Et vraiment, moi, je pense que ce qu'on n'a pas dit ce matin, c'est que vraiment, dans la recherche, ce qui est fantastique, qu'elle soit en mathématiques, en physique, en chimie, en astrophysique, c'est qu'en fait, un étudiant, une étudiante a le même poids qu'un prix Nobel. Ce qui est important, c'est l'idée. Et moi, ça n'a pas de prix. Vous avez de la valeur et vos idées ont de la valeur à n'importe quel niveau de votre parcours académique et scientifique. Et ça, pour moi, c'est la liberté et c'est fantastique et c'est ce qu'on a en recherche. Donc, vraiment... j'adore la recherche et après 2007, je vous ai présenté 2 fois le concours parce que je l'ai présenté 2 fois. Donc la première année, je ne l'ai pas eu en 2007, alors que mon compagnon Cédric, donc mon mari maintenant, l'a eu. Et tout le monde m'a dit, Julie, il faut que tu aies des enfants, c'est important, tu commences à être vieille, on n'a pas parlé non plus ce matin. Mais là, moi j'ai dit, ah là là, vous êtes sûre, il faut. Et puis c'est Cédric, donc c'est vraiment les gens qui vous entourent, qui vous poussent. Et c'est Cédric qui m'a dit, non, non, Julie, retente-le, tu es vraiment faite pour la recherche. Et donc je l'ai eu en 2008. Donc je tenais à vous dire que la vie, c'est aussi chemin. Il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment. Mais si la porte est fermée, elle finit par s'ouvrir. Donc il faut tenter, il faut y aller. Si on ne tente pas, ben, on n'y arrive pas. Donc la deuxième année, je l'ai eu. Et j'ai eu également 2 enfants. Donc je vous ai représenté mes 2 enfants ici, donc Louis et Marie, qui sont très... Donc là, vous avez toutes les personnes importantes à mes yeux. En 2008, j'ai eu le concours. Et il y a Patrick Blader, juste au-dessus du CNRS. Donc, je suis chercheuse au Centre national de la recherche scientifique au CNRS. Patrick, voilà, qui, depuis que je suis rentrée au CNRS, avec qui je travaille et qui vraiment m'aide pour tout ce qui est animalerie aquatique, questions scientifiques, et qui est un peu mon maître à penser. Donc, voilà, je remercie aussi aujourd'hui. Donc, je vous ai représenté également mes activités associatives au sein des Maths en scène, mais également au sein de Femmes et Sciences. Pour moi, c'est très important de faire valoir les femmes, de faire valoir aussi les mathématiques, mais surtout, Maths en scène, c'est ce qu'on fait, c'est on est vraiment présent au niveau du grand public et des publics scolaires, ce qui m'importe. Femmes et Sciences, on est plus présent au niveau du grand public pour le public féminin, et on a mis en place le mentorat. Et les chemins buissonniers, on est plus au niveau des publics empêchés, des publics qui sont dans des zones rurales, donc ça me tient aussi à cœur. Donc, c'est pour ça que je suis impliquée dans ces 3 associations. Donc, mon métier, c'est la recherche en biologie. Le but, c'est de faire avancer les connaissances. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi, je travaille en recherche fondamentale.
Donc, ce qui me plaît, ce n'est pas une recherche qui est forcément appliquée. Et ben, enfin, tout me plaît. Il n'y a pas les deux, en fait, et la recherche appliquée ne se bat pas contre la recherche fondamentale. On a besoin de la recherche fondamentale pour avoir un jour la recherche appliquée, et on a besoin de la recherche appliquée pour pouvoir nous soigner et évoluer. Donc, les deux sont importantes. Donc, ma recherche, c'est d'avancer parce que je pense que je parle trop. C'est mon cas. Donc, je vais écouter tout le monde. Donc, moi, je travaille sur l'olfaction. Donc, je sais représenter l'olfaction, en fait, le trajet de l'olfaction chez l'homme en coupe. Hein. Donc, on rentre par le nez, on arrive aux neurones olfactifs, ce sont des neurones sensoriels. Donc, ils sont vraiment en contact. Et c'est ce qui me plaît dans les neurones olfactifs, c'est qu'en fait, ils font le lien avec nos émotions. Donc, ce qu'on sent, c'est aussi comment tu te sens. Ça veut dire comment tu vas. Donc, si tu sens bien, eh bien, tu vas bien. Donc, je pense qu'apprendre à connaître son odorat, c'est aussi apprendre à connaître son état de santé. Donc, c'est important. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les neurones olfactifs. On étudie juste en bas le neurone chez les poissons zèbres. Donc, vous voyez un petit poisson. Et si tu cliques sur le film, normalement, c'est un film, je ne sais pas s'il va passer. Là, il y a le film de l'embryon de poisson zèbre, mais il ne passe pas. Ce n'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, laisse tomber. Donc, j'avais mis un petit film parce que nous, en fait, on fait du vivant. Et la beauté du vivant, c'est qu'en fait, on voit le développement de l'embryon de poisson zèbre. On n'a pas choisi le poisson zèbre par hasard. C'est parce que son embryon est transparent. Donc, on peut voir nos petits neurones olfactifs qui migrent et qui vont créer l'épithélium olfactif qui va donner la narine et qui va donner la fonctionnalité aux neurones. Donc, après, juste après l'embryon, vous aviez le film fait par mes 2 étudiants. Donc, moi aussi, je tenais à vous montrer mes étudiants en thèse, qui pour moi sont très... on en a tous et toutes, hein, je pense que c'est toutes là pour le coup. Donc là, je vous ai montré Raphaël Aguillon, qui est parti maintenant en postdoctorat, et Marie Ziliox, qui est en thèse dans l'équipe. Donc, et on étudie en fait comment ces neurones vont se positionner en anse de panier, donc votre sac à main ou votre anse de sac à dos, et comment ils vont se positionner autour du cerveau, comment ils vont migrer pour former 2 types de rosettes. Donc, on appelle ça des clusters, 2 clusters pour s'organiser, connecter le cerveau et pouvoir sentir. Mais en fait, la biologie, c'est très complexe parce qu'il y a tout qui se met en place. Et n'oubliez pas que dans la biologie, il y a l'espace-temps. L'espace-temps, on ne peut pas l'arrêter. Il est continu. On vieillit tous les jours. Donc, c'est-à-dire qu'on passe par un stade embryon, fœtus, bébé, enfant, adolescent, adulte, vieux, et puis bon, voilà, vous voyez, c'est tous ces stades-là, et ça ne s'arrête pas. Les mathématiques, c'est fantastique, ça s'arrête. On prend le papier, on prend le crayon, on le pose. La rigueur des mathématiques nous oblige à poser les choses. Ça, c'est fantastique. On le fait avec Violaine Roussier-Michon, Gaëlle Le Thor, qui est à Paris, à l'Institut, au collège à Pasteur, au Collège de France, excusez-moi, à Paris, et David Sanchez, qui est aussi à l'IMT, l'Institut de mathématiques de Toulouse, avec Violaine Roussier-Michon à Toulouse. Donc, en fait, ce que j'aime dans la biologie, c'est que c'est un travail pluridisciplinaire et collaboratif avec, du coup, ces mathématiciens, ces bioinformaticiennes et ces mathématiciennes, où, en fait, on peut poser et paramétrer ce que fait nos neurones olfactifs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin d'interagir avec leurs voisins. Donc, c'est l'interaction, c'est une cellule. Ils ont besoin d'être attirés ou d'être repoussés par quelque chose, ce qu'on appelle la chémotaxie. C'est comme quand le téléphone sonne, ben vous devez répondre. Ça dépend qui c'est qui appelle. C'est la chémotaxie, positif, négatif, ça dépend. Et après, ça dépend aussi de l'interaction de ces neurones avec la matrice, donc avec le cerveau. C'est vous, l'interaction avec la chaise, là, mon fauteuil, hein, j'ai bien envie de me lever. Donc, mais si je suis collée, je ne pourrai pas me lever. Donc, je ne pourrai pas bouger. Mon neurone, il ne pourra pas... Et puis, ça dépend aussi de ta motilité. Ta motilité, c'est si tu dors. Si tu dors ou si tu as très mal au ventre, tu ne pourras pas migrer et former ces neurones olfactifs. Donc, vous voyez que la biologie... Donc, j'ai fait un petit schéma avec biologie et théorie. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien. L'embryon, donc là, c'est un adulte, hein, un poisson zèbre. Donc, on a plus de 3000 poissons zèbres à Toulouse. Donc, l'aquarium nécessite beaucoup de zootechniciens et zootechniciennes qui sont nourris 2 fois par jour, les jours fériés, Noël, jour de l'an. Donc, merci beaucoup à ça. On travaille vraiment en équipe. Et je voulais vous dire que ce qui est important, c'est ça, c'est que dans la recherche, c'est un travail d'équipe. On n'est jamais toute seule ou tout seul. Il y a toujours des gens qui vous écoutent et ça, je trouve ça formidable. En biologie, ce qu'on fait, c'est aussi beaucoup au laboratoire, beaucoup de mutants, grâce à l'édition du génome et le CRISPR-Cas9, qui en fait, le CRISPR-Cas9, ça a été découvert récemment et récompensé en octobre 2020 par un prix, un gros prix, un prix Nobel, par 2 femmes. Et si vous voulez, le CRISPR-Cas9, ça permet, si vous prenez un livre et chaque écriture, chaque phrase représente un gène, donc quelque chose qui est nécessaire pour votre santé, hein, pour votre bien-être. Si vous ouvrez ce livre, imaginez que vous avez une pathologie, une page a été inversée et elle se retrouve ailleurs dans le livre. Le livre, il est incompréhensible. Vous avez une pathologie.
Voilà. Eh ben, le CRISPR-Cas9, ça permet de prendre cette page, de la remettre au bon endroit. Donc, c'est juste fantastique. Ça marche très bien chez la bactérie, chez le poisson zèbre et chez de nombreux organismes modèles. Et je vous engage à approfondir cette technique. Donc, nous, je ne vous l'ai pas dit, mais on travaille au Centre de biologie intégrative sur le campus de l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Et le futur aussi, ce sont les organoïdes. Donc, c'est des organes qu'on peut cultiver à partir de prises de sang. Donc, une petite prise de sang et on pourra générer un organe qui est malade pour pouvoir, en fait, donc l'intestin, par exemple, ou le rein, et on pourra traiter cet intestin ou ce rein qui est dérivé et pas vous-même pour avoir une pharmacologie qui est adaptée et pour avoir un traitement médicamenteux qui est adapté à votre pathologie. Et après, on sélectionnera les candidats sur ces organoïdes et on vous donnera le traitement adéquat. Voilà, donc moi j'ai terminé. Merci beaucoup Hélène et merci beaucoup les Maths en scène pour m'avoir donné l'occasion de présenter mes travaux. Hélène, on ne t'entend pas. Il faut que tu réactues ton micro. Excuse-moi. Oui, je l'avais coupé sur mon ordi. Merci Julie, merci beaucoup pour cette présentation, donc je disais pleine de passion. Et puis j'ai retenu juste que tu disais que les maths s'arrêtent, donc j'espère que les maths en scène ne nous en voudront pas. Non, les maths s'arrêtent juste quand on arrête de les écrire, mais elles continuent bien sûr dans la tête. Alors on va passer à la présentation suivante avec Amandine, qui est doctorante au LAS CNRS. Bonjour. Donc oui, moi je suis pas encore chercheuse. Enfin, je suis chercheuse, mais j'ai pas de poste permanent. Donc je fais encore mes études. Et donc mon parcours, moi je viens pas de Toulouse. J'ai commencé dans le nord de la France, donc dans une petite ville qui s'appelle Mayenne, dans le département de la Mayenne, et où il y a la rivière la Mayenne qui passe. Donc c'est pas très connu, mais on produit beaucoup de lait. Donc moi, de la maternelle au lycée, j'ai fait là-bas. En terminale, quand il fallait choisir l'orientation, je savais vraiment pas quoi faire. Et c'est mon prof de maths qui m'a dit, bah tiens, tu peux essayer d'aller à l'INSA, c'est une école d'ingénieur, tu as des bons résultats, ça doit pouvoir passer. Et pour moi, en fait, l'INSA, c'était un truc trop loin pour moi, enfin trop. Je m'étais pas imaginé que c'était un type d'établissement dans lequel je pouvais aller. Mes parents sont enseignants, donc c'était une chance, mais au final, le milieu industriel, pour moi, c'était quelque chose d'assez loin. Et donc, je me suis jamais posé la question du métier d'ingénieur. Et pour moi, c'était un métier réservé à une certaine élite dont je ne faisais pas partie. Mais grâce à cet enseignant, je me suis engagée dans cette voie et j'ai été acceptée là-bas. Et c'était à Toulouse et donc j'étais contente parce que je voulais voyager et du coup, bah, Toulouse-Mayenne, c'est à 8 heures de route, donc c'est un voyage. Donc j'ai fait l'INSA en 5 ans. Euh, c'est... J'ai bien aimé cette école parce que on peut se spécialiser au fur et à mesure des années. Donc la première année, c'est général, tout le monde fait le même parcours. En deuxième année, on peut choisir un peu plus ce qu'on préfère faire. Et puis en troisième année, pareil, etc., jusqu'à la cinquième année. Et donc en cinquième année, j'ai fait un stage de fin d'études dans le laboratoire qui s'appelle le LAS CNRS. Et il y a mon maître de stage qui m'a dit « Ah, j'ai des financements pour une thèse, est-ce que ça t'intéresse ?» Moi, je me suis dit une thèse, moi enfin, je me suis jamais imaginé pouvoir faire une thèse. Enfin, encore une fois, pour moi, c'était un truc réservé à une certaine élite dont je ne faisais pas partie. Et je me suis dit, bah, de toute façon, je sais pas trop quoi faire. Et ben, pourquoi pas tenter la thèse? Le sujet m'intéresse. Et donc, allons-y. Donc, mon maître de stage est devenu mon directeur de thèse. Et donc, là, j'y suis toujours. C'est ma 4e année. Donc, en doctorat, en général, c'est en 3 ans, mais selon les cas, c'est possible de faire une 4e année. Donc, moi, je suis dans ce cas-là. Et donc, je parlerai un peu plus tard de ce que je fais. Et c'est juste pour dire que bah, des fois, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire, mais bah, il faut essayer, tenter des choses. Et puis, il n'y a rien qui est réservé à d'autres, en fait. S'il y a un truc, on veut le faire, et ben,
eh ben, on peut essayer de le faire. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir de continuer mes loisirs pendant mes études. Donc, la musique et le volley. L'INSA, c'était une école qui permettait de, de s'investir sur d'autres choses que les études. Et également, j'ai commencé mon investissement auprès du grand public et des jeunes à l'INSA. Donc, en partenariat avec l'association Partage et l'INSA, je suis intervenue auprès de jeunes collégiens pour les aider à développer leurs compétences extrascolaires, donc la prise de parole à l'oral, ce genre de choses. Et ça m'a vraiment plu, et parce que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir aussi, et que je trouve que ça devrait être accessible au plus de public possible, ce genre de dispositif. Et donc, pendant ma thèse, j'ai continué en faisant des interventions avec l'Université fédérale de Toulouse. Là, tout à l'heure, cet après-midi, j'interviens avec Planète Science sur les trophées de robotique. Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint l'association Femmes et Sciences pour pouvoir faire ce genre d'intervention comme ce matin. Et donc, tout ça, c'est permis aussi par le laboratoire qui autorise de passer du temps sur autre chose que la recherche pure. Donc voilà. Donc mon sujet de thèse porte sur l'interaction homme-robot. Donc c'est un domaine à la croisée de la robotique parce que on utilise des robots, donc, comme vous pouvez voir sur les photos, de l'intelligence artificielle parce qu'on essaye de rendre ces robots-là intelligents. De la psychologie, parce que comme on travaille sur des robots qui sont amenés à interagir avec les humains, on a besoin de savoir comment les humains se comportent et comment ils aimeraient que le robot se comporte pour pouvoir faire des modèles et les intégrer dans les robots. Et de la philosophie, parce que la philosophie aussi s'intéresse aux interactions entre humains et aussi aux interactions homme-robot. Donc tous ces domaines se mélangent et donnent l'interaction homme-robot. Donc, moi, ma partie dans tout ça, c'est la supervision. Donc, j'ai mis un petit schéma à droite. C'est écrit un peu en petit, mais c'est mon bloc, c'est le bloc bleu. Et il interagit avec presque tous les autres composants du système. C'est un peu le marionnettiste. Et c'est le composant qui va décider à quel moment doit agir le robot, qui va euh, considérer, qui va recevoir les informations sur l'environnement, sur l'interaction et les traiter et pouvoir prendre les décisions au bon moment et aussi repérer quand il y a un problème dans l'interaction et essayer de la réparer. Donc, je vais donner deux petits exemples de tâches sur lesquelles nous, on travaille au laboratoire. Donc, en haut à gauche, j'ai une photo d'un robot. Donc, on voit qu'il pointe. Et donc, en fait, on a travaillé sur une tâche de robot guide. Donc le robot ne se déplace pas d'un point A en point B pour guider, mais c'est plus comme quand dans la rue, vous demandez votre chemin à quelqu'un. Cette personne-là va donner les indications. Continuez tout droit. Sur votre droite, vous verrez une maison rouge, et puis ensuite tournez à gauche, et puis ce sera là. Donc on a fait ça pour un robot dans un centre commercial. Et donc ça met en œuvre beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait penser. Donc c'est s'intéresser à qu'est-ce qu'une personne voit depuis l'endroit où elle est. Donc qu'est-ce que le robot peut prendre comme point de repère. Donc par exemple, si dans le centre commercial, on voit le magasin X est visible depuis la position du robot et de l'humain, le robot peut prendre ce magasin X comme point de repère pour donner des explications. Et ensuite, c'est s'intéresser à tout au long du chemin, la personne, quand elle va se déplacer, elle va avoir des magasins qui vont être sur sa gauche ou sur sa droite. Donc, il va falloir donner des repères dans l'espace. Et donc voilà, et tout ça, on s'est d'abord intéressé à comment les humains guidaient pour ensuite voir qu'est-ce qui pouvait être pertinent à reproduire chez le robot et qu'est-ce qui ne l'était pas aussi. Donc ça, c'est un projet qui a duré 2 ans. Et là, actuellement, on travaille sur une autre tâche. C'est la tâche de directeur. Donc à la base, c'est une expérience en psychologie qu'on a trouvé qu'elle avait des éléments intéressants pour être reproduite en interaction homme-robot. Ça permet de démontrer certains concepts. Donc là, les concepts qu'on essaie de démontrer, c'est que c'est important que le robot prenne
soit capable de prendre en compte la perspective d'une personne. Donc c'est une tâche où il faut désigner des cubes qui doivent être pris par l'autre personne. Donc par exemple, là, c'est l'humain qui va devoir donner au robot des indications du cube qu'il va prendre. Donc là, par exemple, s'il dit « prends le cube avec un rond », il sait qu'il désigne forcément pour le robot le cube avec le rond vert, donc celui qui est au milieu. Parce qu'il voit que le cube en bas à droite, avec le rond bleu, n'est pas visible du robot, vu que c'est fermé. Et donc, par exemple, si le robot a aussi un autre cube avec un rond de l'autre côté qui n'est pas visible de l'humain qui est dans une boîte fermée, il sait que l'humain ne va pas parler de ce cube parce qu'il n'est visible que de lui. Et donc, c'est ces concepts qu'on essaye d'intégrer chez le robot. Et plein d'autres choses qui vont être trucs tout bêtes. Si le robot parle avec l'humain, bah, il va essayer de le regarder parce que s'il ne le regarde pas, c'est compliqué de savoir parce que nous, en tant qu'humains, on veut qu'on nous regarde quand on nous parle. Donc, c'est tout ça. Donc, au quotidien, moi, je code. Donc, j'ai mis quelques lignes de code derrière. Et en fait, j'intègre les mathématiques avec... c'est un outil pour moi, en fait. Certains modèles, je vais utiliser les maths. Ou si je veux prendre en compte différentes données pour les mettre ensemble, eh ben, je vais utiliser les maths. Et voilà. Et puis, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Merci beaucoup, Amandine. Alors, on va passer à la présentation suivante avec Lucille Culler, qui est ingénieure de recherche à l'ENAC, École nationale de l'aviation civile, au laboratoire électromagnétisme et antennes. Donc, bonjour à tous. Donc, d'abord, je vais faire comme on a fait, donc présenter mon parcours qui est pour le coup assez linéaire, mais qui s'est en fait forgé au fil des années. Donc, quand je suis rentrée au lycée, et depuis toute petite, j'aime les maths, et donc je savais que je voulais faire un bac S scientifique et m'orienter vers un cursus assez mathématique. Et donc, quand je suis arrivée au lycée et puis en première, je me suis orientée donc à bac S, option SI, donc sciences de l'ingénieur et option mathématiques. Donc là, ce qui était assez marquant, c'est qu'en fait, en sciences de l'ingénieur, on n'était plus que 3 filles en première et 2 filles en terminale. Donc voilà, c'était un parcours très peu féminin. Toutes les filles étaient en SVT. Je n'aime pas les sciences d'ingénieur, je n'ai jamais compris pourquoi, mais voilà. Et en fait, c'est mon professeur de français de seconde qui m'avait conseillé d'intégrer une classe préparatoire parce qu'il m'avait dit non, c'est l'excellence, il faut faire prépa. Donc, après mon bac, j'ai fait 3 ans de prépa. Donc en physique, sciences de l'ingénieur, parce que j'aime bien les maths, mais pour moi, le côté physique et applicatif était très important. À la suite de ces 3 ans de prépa, j'ai intégré l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Et donc, je me suis spécialisée en télécommunications aéronautiques, donc plus précisément électromagnétisme et antennes. Donc, toujours pour garder le côté physique et les maths, parce qu'il y a plein d'équations en électromagnétisme. Et donc, après mon diplôme d'ingénieur, j'ai décidé donc de faire une thèse parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'idée de pourquoi pas enseigner à un moment ou un autre. Et donc, en faisant une thèse, je pouvais garder un côté recherche et enseignement. Donc, en 2019, j'ai eu mon diplôme de docteur en électromagnétisme. Et donc, voilà, donc je vais présenter plutôt dans ma partie recherche sur mes thématiques en fait, de recherche. Donc, ma thèse, ça portait sur l'étude et la conception des guides d'onde à métamatériaux. Donc, on voit l'image de satellites. Et en fait, ce qui est au cœur de toutes les télécommunications et qui permet aujourd'hui toutes les communications sans fil, c'est les antennes. Il y en a un peu partout. Et donc, moi, c'était plus précisément un type d'antenne, donc les antennes cornées. Donc, vous avez une petite image d'une antenne cornée, donc qui permet en fait de propager l'onde, donc le signal. Et juste avant cette antenne, il y a le guide d'onde qui permet
en gros, comme un câble électrique. Donc, le câble électrique, il va transporter un signal électrique et le guide d'onde, il va transporter une onde électromagnétique. Et donc, en combinant en fait le guide d'onde avec les métamatériaux. Donc, les métamatériaux, c'est en fait, ça va être des petites structures qu'on va mettre sur les parois de nos guides ou de nos antennes pour en fait modifier les propriétés. Et donc ici, l'idée, c'est de réduire la taille en fait des guides d'onde et des antennes, puisqu'en fait, on sait que sur le satellite, en fait, il faut prendre très peu de place pour que ça soit plus léger et donc un satellite plus léger, donc ça coûte moins cher à envoyer dans l'espace. Et donc, grâce donc, aux guides d'onde, aux métamatériaux et aux bonnes équations mathématiques, on peut réduire la taille de nos systèmes, donc réduire le poids, avoir des satellites plus légers. Et donc, après ma thèse, donc, j'ai commencé un postdoctorat, donc je suis retournée à l'ENAC. Et donc là, je travaille plus pour l'aviation civile, donc je fais des études de compatibilité électromagnétique. Donc, on voit au centre l'image d'un radar. Et en fait, il faut savoir que donc, le radar, il va permettre en fait, de contrôler l'approche au niveau des aéroports, l'approche d'un avion. Et donc, souvent, autour des radars, les espaces ils sont très vides. Et donc, on cherche il y a des constructeurs qui veulent utiliser les terrains. Et donc, par exemple, on peut vouloir construire un hangar logistique comme Amazon ou d'autres entreprises comme ça. Mais il y a aussi aujourd'hui toutes les énergies renouvelables, donc l'éolien et puis les panneaux solaires. Donc, moi, l'idée, c'est qu'en fait, soit à partir d'études et de logiciels informatiques. Donc, je vais simuler ces configurations ou développer des modèles mathématiques. Et donc, je vais analyser les résultats et ensuite, je vais devoir... donc, ce n'est pas moi qui ai le mot final, mais je vais pouvoir orienter en fait l'aviation civile en leur disant, vous voyez, ici, ça perturbe un peu trop le signal radar, donc il vaut mieux pas construire, ou si vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun impact. Voilà, à peu près mon parcours, mes thématiques de recherche. Voilà. Merci Lucille pour cette présentation. Donc la jeunesse, je ne l'ai pas précisé pour Amandine et puis pour Lucille, c'est les jeunes recrues maintenant de la recherche et on est ravis de pouvoir avoir cette jeunesse féminine qui défendent leur place même si elles sont que 3 ou 2 ou pas du tout des fois dans certaines sessions. Allez, pour terminer cette matinée, eh bien, on a Sandra Turner qui est chercheuse en météo et en aviation. Bonjour. Donc, oui, peut-être avancer là, sur le parcours. Donc, effectivement, moi, j'ai fait un parcours un peu différent là, parce que j'ai fait ça en Amérique, mais ça ressemble un peu. Hein. J'ai fait des choix, en fait, qui me permettaient de faire des sciences le plus possible parce que c'était une de mes problématiques. Souvent, il y a des moments où on doit faire des choix, mais quand on choisit quelque chose, on doit nécessairement éliminer d'autres choses. Donc, c'était difficile pour moi parce que j'aimais beaucoup de choses. J'aimais la biologie, la physique, la chimie. J'aimais tout, en fait. Et ça, je trouvais ça difficile à chaque fois de faire un choix, de devoir délaisser des matières ou des domaines. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé le plus longtemps possible d'en faire le plus possible. Il y a même une époque où j'avais au moins 1 ou 2 heures de cours de plus que tout le monde parce que moi, j'avais pris plus de choix que les autres. Je voulais être sûre de tout avoir. Et c'était surtout l'informatique. Nous, on avait quand même, c'est dommage parce que l'informatique est arrivée tard, hein, dans les années 70-80, dans les écoles. Et du coup, ceux qui prenaient physique, chimie, ils ne pouvaient pas prendre l'informatique. Il n'y avait plus de place, plus de temps. Donc, moi, je faisais l'informatique en plus. Donc, au moins, j'ai eu des cours très tôt. Et ça m'a beaucoup aidé parce que finalement, l'informatique, c'est un peu comme les mathématiques. C'est un outil indispensable. On doit vraiment en faire. Et là, je vois ici, bon, j'ai mes enfants ici qui sont dans le cursus scolaire français où, bon, je trouve qu'ils ne font pas beaucoup de code et d'informatique à l'école. Et peut-être que j'inciterais à ce moment-là les jeunes à contacter des
des associations, des organismes. Il y en a beaucoup là, dans la région Occitanie et je sais qu'il y en a dans les autres régions de France où ils offrent des stages de programmation, de robotique ou des choses comme ça, ou même le festival de Math en scène où on peut découvrir beaucoup de ces différents types là, d'algorithmes, des choses comme ça. Ça, je le recommande fortement à tous les jeunes. Donc, moi, finalement, mon parcours a été rempli par toutes les matières que j'aimais et j'aimais aussi, à la fin, j'ai quand même fait un peu des formations d'enseignement des sciences, de pédagogie, tout ça, parce que c'est important quand même si on fait beaucoup de choses très théoriques, il faut être capable après d'aller le montrer aux gens ce qu'on fait, parce qu'aussi, une grosse partie de ce qu'on fait, ça coûte des sous. On doit recevoir de l'argent et l'argent, on doit l'obtenir des décideurs et on doit être des fois très convaincant pour aller les voir, pour dire notre projet, ça vaut la peine, on veut de l'argent, on veut travailler là-dessus. Et ça demande beaucoup de pédagogie aussi pour obtenir de l'argent pour nos travaux de recherche. J'ai fait aussi, bon, évidemment, du management de projet parce qu'à un moment donné, on devient un petit peu, là, je ne sais plus qui l'a dit là, en matinée, on devient des administratifs. Hein? On doit faire des bilans financiers, monter des projets, gérer d'autres personnes. On devient des mini-sociétés, quoi. Et ça, du coup, il faut bien gérer tout ça pour être sûr d'avoir tout l'argent qu'on a besoin pour faire nos projets. Donc, pour moi, dans mon parcours, là, le message que je veux passer, c'est que la météo, c'est un peu comme une porte des sciences. Un coup que vous y rentrez, vous pouvez faire plein de choses. Même, j'ai travaillé moi aussi avec des biologistes, des gens en santé, parce que vous savez que la pollution de l'atmosphère, ça affecte beaucoup la santé des gens. Donc, on a des gens en médecine, on travaille avec plein d'autres spécialistes parce que la météo, c'est quelque chose qui nous impacte tout le monde à tous les jours. Donc, on va changer à la planche suivante. Moi, je me suis spécialisée vraiment dans la partie qu'on appelle aviation. Donc, je vous présente ici 3 des projets là, que j'ai déjà faits, mais évidemment, j'en ai fait d'autres. Et toujours, c'est beaucoup relié à la société parce qu'effectivement, l'aviation, c'est des transports maintenant qui sont plus comme autrefois, juste pour des domaines militaires et tout ça. Hein. Maintenant, vous prenez l'avion pour aller en vacances, pour aller voir votre famille, vous prenez l'avion pour beaucoup d'autres raisons. Et donc, ça devient un enjeu de société. Donc, dans le projet numéro 1 qui est indiqué ici, vous voyez une petite photo en haut où on a le fameux Golden Bridge là, qui est aux États-Unis et qui est couvert par un épais brouillard, malheureusement, beaucoup trop de journées. Presque un jour sur 2 dans la période estivale où il y a un gros brouillard et ça fait en sorte que pour l'aéronautique, c'est un très, très gros problème. Donc, dans les années 90, on avait été contacté pour résoudre ce problème-là. Donc, dans le bas sur l'image, on voit 2 petites lignes verticales. Ces 2 lignes-là, ce sont les 2 pistes d'atterrissage. Et c'est un des rares aéroports au monde où les pistes sont si proches. Habituellement, ce n'est pas comme ça, mais là, il manquait d'espace. Et les avions sont obligés d'atterrir ou de décoller avec le visuel qu'on appelle. Les 2 pilotes doivent pouvoir se voir d'une fenêtre à l'autre. Et évidemment, quand il y a le gros brouillard, on ne voit plus, on ne voit rien et c'est très dangereux d'atterrir ou décoller. Donc, on est obligé de diminuer de moitié la cadence des avions. Et donc, les autres avions qui ne peuvent pas atterrir, ils tournent en rond autour de l'aéroport et ça peut durer plus d'1 heure. Donc, mon mari a déjà été pris, il sait ce que c'est. Et du coup, ça a un très, très gros impact économique. Donc, qu'est-ce que nous, les météorologues, on peut faire? Évidemment, nous, on n'a pas de baguette magique. On ne peut pas faire disparaître des brouillards, mais on a conçu un modèle météo très, très performant qui permet de savoir à quelle heure le brouillard va se dissiper. Et ça permet de gérer l'aéroport, de savoir à quelle heure on va accueillir les nouveaux avions, à quelle heure on va faire décoller les autres. Et ça a été essentiel. On a gagné un prix pour ce projet-là. On était très contents de l'Agence de l'aviation des États-Unis et ça a été vraiment un gros succès. Le problème, c'est que l'aéroport de New York avait un problème similaire avec d'autres types de brouillard et on a voulu transporter la solution là-bas et ça n'a jamais fonctionné. Parce qu'effectivement, quand on trouve une solution, des fois, ça s'applique qu'à l'endroit pour lequel on a travaillé. Et malheureusement, on ne peut pas répliquer la solution ailleurs, juste comme ça, un copier-coller, ça ne fonctionne pas.
Dans le projet numéro 2, c'est un peu comme ce que j'ai un peu derrière moi, hein, ce sont des traînées de condensation, ce sont des traces, des petits nuages très minces qui sont laissés par les avions quand ils volent. Et c'est que la condensation de l'eau, hein, parce que l'eau nuageuse, quand il y a beaucoup de vapeur d'eau, elle va rester quand même sous forme de vapeur tant qu'elle n'a pas des petites particules qui sont extrêmement petites pour s'accrocher. Donc, les moteurs d'avion, vous savez, ils éjectent de la pollution, pareil comme les moteurs des voitures, mais encore pire. Et du coup, dès que les avions passent dans le ciel, eh bien, la vapeur d'eau s'accroche, ça forme un petit nuage. Et pour beaucoup de raisons, hein, les petits nuages, des fois, ils vont se dissiper assez rapidement et d'autres fois, ils vont rester assez longtemps. Et ils restent assez longtemps pour changer ce qu'on appelle le bilan climatique, c'est-à-dire que nous, on reçoit du soleil de l'énergie, mais quand il y a les petits nuages, oups, ça vient de changer, quand il y a les petits nuages, bien évidemment, je continue, ben, ça réfléchit le soleil. Donc, du coup, on cherche à trouver des solutions pour être capable justement de calculer l'effet radiatif de ces nuages dans notre système climatique. C'est vraiment pas évident. Les groupes, vous savez qu'il y a des groupes qui se réunissent aussi, qui nous font des recommandations sur les changements climatiques. Et quantifier cet effet-là, c'est extrêmement difficile. Donc, nous, on a participé il n'y a pas longtemps ici en France, là, à Francazal, on a un avion de recherche. On avait mis un instrument de mesure que vous voyez juste en dessous là, des traînées de condensation. Et cet instrument-là, il mesure la quantité de vapeur d'eau dans le ciel très précisément et il permet d'apporter une information supplémentaire parce que, évidemment, l'aéronautique est intéressée à savoir mais à quels sont les endroits où on forme plus de traînées, où on en forme moins, est-ce qu'elles vont rester longtemps? Ils avaient beaucoup de questions. Donc, on a travaillé beaucoup à étudier ça, les mesures et ce que ça donne. Donc, on va suivre ça avec intérêt parce que vous savez que là, cette année, on a vécu quand même une période de pandémie avec beaucoup moins d'avions dans le ciel. Et donc, on n'a pas eu toutes ces petites traînées de condensation qu'on a les autres années. Et là, il y a beaucoup d'articles et d'études qui vont sortir pour l'effet de ces traînées sur le climat, même si on savait qu'il y avait un effet, mais là, on a des vraies mesures de cet impact. Dans le dernier projet, c'est aussi quelque chose où on a été faire des mesures. Vous voyez ici, on voit en blanc, là, tout petit, un avion qui passe dans un gros système. Ce système-là, on peut dire que c'est comme un gros orage, là où il y aura des éclairs et tout ça. Et l'avion, évidemment, quand il passe dans ces choses-là, ça bouge, il y a beaucoup de turbulences, c'est-à-dire que dans le nuage, il y a beaucoup de brassements d'air, hein. Il y a une partie d'air qui va remonter, une partie qui va redescendre sur les côtés. Et évidemment, quand l'avion passe dans ça, ça bouge beaucoup, c'est terrible. Donc, ce n'est pas bon ni pour l'avion, parce que quand même, l'avion, c'est physique, hein, c'est solide, ça pourrait se briser. Et ce n'est pas bon pour les gens dans l'avion non plus. Les gens n'aiment pas trop le mouvement. Donc, ce qui fait en sorte que le pilote, lui, d'avion, va chercher soit à voler assez haut pour éviter cette zone, donc il va aller dans la partie grise là, du nuage, ou bien quand le nuage est vraiment trop haut, proche des tropiques, les nuages sont extrêmement hauts, eh bien, il va contourner un peu la zone dangereuse et ça évite de passer dans des zones difficiles. Le problème que nous, on ne savait pas et qui nous a été rapporté par 2 grosses compagnies aériennes qui font des avions comme Boeing et Airbus, c'est que dans les zones grises, justement, ou un tout petit peu proche du vert, il y a des mini cristaux de glace qui vont dans les moteurs d'avion et ça fait stopper les moteurs d'avion. Donc, il y a eu des très graves accidents à cause de ça. Et c'est pour ça que l'Europe et les États-Unis ont mis des gros projets, des gros travaux là-dessus, plusieurs dizaines de millions d'euros pour trouver des solutions, pour mesurer ces cristaux de glace, pour essayer de voir est-ce qu'avec des satellites, on peut les mesurer, savoir où il y en a, pour que les pilotes évitent de passer dans ces endroits-là, parce qu'au final, en évitant un problème, ils en créaient un deuxième. Donc, ce n'était pas facile. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça. Et après, bien évidemment, ces travaux-là, c'est fait en collaboration avec des agences de recommandation qui vont dire après aux pilotes quelles informations utiliser, à quel endroit il faut passer, tout ça dans le but d'assurer votre sécurité lorsque vous prenez l'avion. Donc, c'est toujours des travaux qui sont beaucoup reliés à la société.
Donc, derrière tous ces projets, il y a évidemment beaucoup de modélisation, des codes, beaucoup de mathématiques. Je vous fais grâce de toutes les équations. Mais effectivement, les mathématiques, comme l'informatique et comme l'anglais aussi, parce que moi, par exemple, sur ces projets-là, on était une quarantaine de laboratoires ensemble. Bien, il fallait une langue commune et c'était l'anglais, quoi, pour parler le même langage, tout le monde ensemble. Donc, des fois, il nous faut comme ça des éléments pour nous regrouper, les scientifiques, pour être capables de discuter et d'apporter des solutions à des problèmes concrets, là où les gens veulent la sécurité et veulent être capables justement de trouver des solutions adéquates. Je vous remercie. Merci beaucoup Sandra pour cette présentation et puis pour tous ces projets qui sont hyper inspirants ouais, et puis pour toutes les problématiques qu'on découvre au fur et à mesure. Alors, il nous reste quelques minutes pour pouvoir poser vos questions. Alors, on n'a pas eu de questions là sur le chat. N'hésitez pas à en poser. Alors, moi, sinon, j'avais une remarque par rapport à toutes les présentations qui ont été faites. C'est qu'à chaque fois, le côté multidisciplinarité… Ah, pardon, j'ai une question. Alors, j'ai une remarque. J'avais vu les pitchs professionnels des maths en ligne en 2020 d'une journée annuelle. Alors, les vidéos sont accessibles. Il n'y avait pas de pitch de maître de conférence, plus des mathématiciennes dans l'industrie. Vos présentations de carrière en maths aujourd'hui complètent agréablement ces exposés. Eh bien, merci beaucoup pour votre remarque. Alors, j'avais une question, oui, donc pour revenir sur les présentations des 4 présentatrices de cette session. Il y avait à chaque fois un mot qui revenait, c'était la multidisciplinarité. C'est vrai qu'on voit à chaque fois l'interaction entre toutes les matières. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette multidisciplinarité ? Moi, c'est quelque chose que j'adore parce que du coup, en plus, au lycée, j'avais hésité après le bac, partir dans une voie scientifique ou bien plus psychologie. Et du coup, là, je retrouve cet aspect psychologie et plus sciences humaines dans mon travail. Et ça donne des perspectives différentes de travailler avec des gens d'autres domaines très différents. Et ça enrichit beaucoup le travail. Tout à fait d'accord avec toi, Amandine. Ça, je trouve que c'est un enrichissement très important et c'est vrai que je pense que ce qui nous unit, en tout cas dans mon métier, c'est vraiment les mathématiques. Je ne dis pas parce que c'est le festival des maths, c'est vraiment les mathématiques qui nous unissent, nous, en termes de pluridisciplinarité, parce que l'informatique utilise un langage avec des maths, la biologie, on a besoin des maths, donc c'est vraiment… et moi, je trouve que le côté uni et le côté échange et partage et transmission, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment important et c'est très présent dans nos métiers. Lucille ou Sandra, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ou est-ce que ça correspond à ce que vous… Mais oui, c'est en fait, avec aussi ces partenaires d'autres horizons, on doit faire un gros effort aussi de vulgarisation, d'être capable d'expliquer notre point de vue. Et ça aide beaucoup aussi, même pour nous, pour se remettre les idées claires, savoir comme il faut, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, parce qu'on doit arriver à un consensus, hein. Après ces projets-là, il y a un financement et tout le monde veut arriver au même objectif, c'est-à-dire trouver la solution ou trouver le moyen d'augmenter la sécurité. Et pour le faire, on a besoin de la collaboration de tout le monde. Donc, il faut bien expliquer les enjeux, il faut que tout le monde les comprenne et il faut être capable après de prendre les décisions adéquates là, pour y arriver rapidement et garantir le succès des projets. Ouais, je suis d'accord avec tout le monde. C'est important de discuter avec d'autres gens, de comprendre d'autres points de vue, de ne pas rester enfermé sur son idée précise. Enfin, voilà. Merci. Et alors, j'avais une autre question, c'est Amandine, dans ton exposé, tu parlais de filières comme étant élitistes ou alors que tu voyais comme élitistes. Est-ce que ce côté élitiste, maintenant que tu es de l'autre côté, enfin, maintenant que tu as passé ce cap, est-ce que tu le
comment tu pourrais le dédramatiser justement pour les jeunes qui auraient envie de faire ces filières-là comme toi? Mais que oui, au final, quand on est à l'intérieur, et ben, on se rend compte que, bah, on est entouré de gens normaux et que, bah, il y a quelques personnes qui sont, très intelligentes peut-être et qui sortent du lot, mais c'est pas la majorité et que du coup, on peut très bien avoir sa place. Et après, même si parfois, le doute, persiste, moi ça m'arrive encore, ouais, de douter sur mon travail, une sorte de syndrome, de l'imposteur et «Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi on écouterait moi mes idées? Qu'est-ce qu'elles ont de particulière?» Mais au final, bah, il faut quand même oser dépasser ça et aussi, bah, quand on est dans un environnement bienveillant, en discuter avec les autres et du coup se rendre compte que, bah, déjà, c'est souvent que les gens, ils ont cette, sensation et donc au final, on n'est pas seul, à avoir cette impression et puis les gens aussi autour et ben, ils vont ils vont nous rassurer, enfin dire: «Bah, non, bah, je trouve que tes idées, elles sont intéressantes» ou on peut en discuter et puis, bah, on l'a dit, la recherche, c'est du travail d'équipe et du coup, bah, on a une idée, on va en parler avec les autres et puis ils vont l'enrichir et puis après on va dire: «Ah oui, c'est vrai, je pourrais faire comme ci, comme ça» et puis on va partir aussi, des idées des autres pour, construire, notre travail. C'est pas juste un un travail de recherche et des résultats, c'est pas juste ce qui sort du cerveau d'une seule personne et du coup, il y a pas besoin d'être exceptionnel, pour y arriver. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cette session. Est-ce que si d'autres personnes veulent intervenir, n'hésitez pas, soit via le chat, ou simplement en allumant le micro. En tout cas, bah, je voulais remercier encore une fois Ouria et puis toute l'association Math en scène pour l'organisation de cette matinée. Donc, les 2 sessions ont été enregistrées et bah, je pense qu'on pourra les rendre accessibles ensuite pour les visionner par ailleurs. Merci à tous d'avoir assisté à ces présentations. Merci à toutes les intervenantes d'avoir donné de leur temps et puis d'avoir représenté aussi l'association Femmes et Sciences. Voilà, donc vous avez pu voir ce matin tous ces parcours très différents et en même temps beaucoup de points communs entre tout ça. Et puis, bah, on espère voir les jeunes partir vers vers ces filières-là, avoir essayé de dédramatiser un peu tout ça. Et puis, bah, à bientôt hein, pour d'autres événements dans Math en scène et puis avec Femmes et Sciences. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Bénédicte. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je voulais tous vous remercier, toute l'équipe de Femmes et Sciences et toutes les labos tous les laboratoires qui ont été représentés de l'Université Paul Sabatier. Et puis, j'ai Bénédicte Artelat qui avait levé la main. Je pense qu'elle avait une question à poser. Donc, si elle peut poser sa question. Voilà. Je ne levais pas la main, je disais bravo pour vos présentations. Merci Voilà, je le dis Bénédicte. de vive voix comme ça. Ouais, c'est gentil Bénédicte, merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Moi, je voulais aussi toutes vous remercier et tous d'avoir été là. C'est vrai qu'avec le replay, je pense que on aura plus de portée. Mais je pense que c'est quelque chose à refaire. Donc, c'était vraiment bien. On va affiner le format. Mais je trouve que c'était vraiment bien. Je suis contente. Merci beaucoup à toutes d'avoir été là et pour l'organisation. Hélène, Ouria et tout le monde, hein, voilà. Merci beaucoup. Oui, parce que vous avez quand même toutes joué le jeu et c'était pas évident. Donc voilà, on voulait vous remercier. Voilà. Toute l'équipe. Merci beaucoup. Donc on va remettre le replay pour